Bonjour et bienvenue sur le podcast En quelques mots qui fait témoigner les patients autrement. Ici, on plonge dans les récits authentiques de ceux qui font face à des parcours médicaux complexes. Pour nous sensibiliser, découvrons des histoires de courage, d'apprentissage et d'espoir. Ce podcast met des mots sur les mots afin de transmettre les étapes de prise en charge, de difficultés mais aussi de guérison, d'espoir et d'humanité. Bonjour Delphine. Bonjour Christelle. Donc je me présente, je suis Christelle. On est aujourd'hui ensemble pour parler d'endométriose. Je suis patiente experte, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu sais ce que c'est être patiente experte, mais c'est que j'ai passé un diplôme et l'idée d'un patient expert, c'est celui qui, atteint d'une maladie chronique, va développer au fil du temps dû à son expérience avec la maladie, va développer une réelle expertise en fait. C'est comment j'ai transformé mon expérience patiente en expertise pour l'amélioration des soins et pour aider les patientes atteintes de l'endométriose notamment à mieux vivre avec la pathologie, avec la maladie. Je pense qu'il est important qu'on puisse faire un rappel sur l'endométriose et ce que c'est en fait pour les personnes qui vont nous écouter. C'est une maladie en fait multifactorielle. On ne sait pas trop, il y a des facteurs génétiques, environnementaux, des facteurs liés et c'est lié aux menstruations en fait, et qui se caractérise par la présence de tissus semblables à de l'endomètre. C'est la muqueuse en fait qui tapisse l'intérieur de l'utérus et en dehors de la cavité utérine. Donc ça peut être sur le pelvis, ça peut être au niveau du péritoine, je sais pas, après des ovaires, du vagin, des trompes, des ligaments utérosacrés, du rectum, de la vessie, des intestins. Donc voilà ce qu'est l'endométriose et ça se caractérise. Il y a différentes formes d'endométriose, des endométrioses superficielles, endométriose profonde, mais ce n'est pas parce qu'on a une endométriose superficielle qu'on n'a pas de douleur qui est le principal symptôme, de l'endométriose. Donc certaines personnes peuvent ne pas avoir de douleur et être atteintes d'endométriose et d'autres avoir une endométriose superficielle ou profonde et sans douleur. Donc on parle des 5D, Okay. 6 même. Donc la dysménorrhée, c'est les douleurs en rapport avec les règles. On parle de la dyspareunie, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels. On parle aussi de dysurie, c'est les troubles urinaires. De dyschésie, c'est les troubles intestinaux en fait. Des douleurs pelviennes chroniques au niveau du bas du ventre. On parle d'asthénie aussi, mais ça c'est pas aidé, mais c'est la fatigue chronique que beaucoup connaissent, et des douleurs dans le dos. Et on parle aussi d'infertilité. Voilà, pour caractériser les symptômes de l'endométriose. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je suis Delphine. J'ai 29 ans. Voilà, aujourd'hui, je suis responsable marketing dans une boîte en santé. Et je suis là parce que j'ai de l'endométriose. J'ai eu un diagnostic tardif comme beaucoup de patientes, en fait. Je suis atteinte depuis que j'ai à peu près 12 ou 14 ans, je sais plus, 12 ans je crois, depuis que j'ai mes règles en fait. Et j'ai mis longtemps à être diagnostiquée, à peu près 12 ans. Je pense que j'ai commencé à m'inquiéter de douleurs quand j'avais 14 ans. Et j'ai dû être diagnostiquée juste avant de partir un an en humanitaire à Madagascar, donc il y a 3-4 ans maintenant. D'accord. Et par rapport à ton diagnostic, comment ça s'est passé en fait ? Pourquoi ça a été si long et tardif ? Alors, j'ai toujours dit que j'avais vraiment très mal pendant mes règles. Au début, le réflexe de la gynécologue que je voyais à ce moment-là m'a mis sous pilule, ce qui n'a rien changé, mais je suis quand même restée sous pilule en fait depuis tout ce temps. J'ai jamais arrêté.
Et j'ai enchaîné les gynécologues qui m'ont expliqué que j'exagérais, que j'étais chochotte, que c'était dans ma tête. Bon, jusqu'à me dire que peut-être que finalement c'était normal d'avoir mal comme ça, même si j'étais quand même, j'en étais au point où j'étais pliée en deux quand même tous les dimanches, ça tombait le dimanche, sur mon canapé et que je ne prévoyais rien ce jour-là, que je ne prévoyais pas d'aller au sport ni rien du tout cette semaine-là parce que je savais que c'était impossible pour moi. Et on continuait à me dire que bon, j'étais peut-être pas obligée quand même de faire ma vie en fonction de mes règles puisque ça tombait tous les mois et que j'exagérais quand même et que je pouvais quand même aller au sport cette semaine-là. Voilà. Et un jour, alors du coup, l'endométriose, elle peut être là sans se déclarer. Donc j'avais une partie de mes endométrioses qui était déclarée, donc extrêmement mal pendant les règles, tout le temps épuisée, mal au dos, etc. J'en suis quand même arrivée à un point où j'avais mal au dos. Je me coinçais le dos à peu près au moment de mes règles et ça durait une semaine après. Donc j'étais 2 semaines par mois quand même complètement bloquée à rien pouvoir faire. Et il y a un moment où j'ai commencé à avoir des douleurs pendant les rapports insupportables. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, il y a quelque chose, c'est pas normal d'avoir mal comme ça. Et je suis tombée sur une gynécologue. Alors, un peu par hasard, en fait, je suis allée un peu chez une gynécologue en urgence pour autre chose. Et elle m'a donné plein de tests à faire, en fait, sans m'expliquer pourquoi, par contre. Et le premier test était à faire chez une sage-femme. Elle m'a dit d'aller chez une sage-femme pour le faire. C'était une échographie endopelvienne. Donc, je suis allée chez la sage-femme. Elle m'a demandé pourquoi j'étais là. Et je lui ai dit, en fait, je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc, elle a regardé un petit peu les examens et c'est elle qui m'a dit, alors, au vu des examens, je pense que vous êtes là pour une recherche d'endométriose. Donc, on va le faire, même si elle m'a dit qu'elle n'était pas spécialiste. Mais tu connaissais déjà, en fait, la endométriose, tu avais déjà entendu parler de enfin, tu avais entendu ce mot J'en avais entendu parler. J'en avais déjà parlé à la gynécologue qui me suivait à ce moment-là et qui m'avait dit non, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas la peine de faire d'examen, parce que je lui avais demandé quand même si on pouvait les faire au cas où. Et elle m'a assuré que ça ne pouvait pas être ça. Et donc, ça s'était arrêté là, en fait. D'accord. Mais j'en avais entendu parler par ma belle-sœur. Du coup, on soupçonnait qu'elle avait ça, en fait. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, les symptômes sont hyper proches des miens. Et au début, je me suis dit, non, ça doit pas être ça. Enfin, on me l'aurait dit. Et en fait, un jour, je me suis dit, attends, c'est pas possible. En fait, tous les symptômes que j'ai correspondent à cette maladie. Et voilà. Et c'est comme ça que j'en ai parlé à cette gynécologue. Ça s'est arrêté là, puisqu'elle m'a dit que c'était pas possible. D'accord. Et donc, je suis restée chez cette sage-femme qui était absolument adorable, hyper douce, mais pas spécialisée. Donc, je suis quand même restée 3/4 d'heure avec la sonde, avec la sage-femme qui m'expliquait tout. Elle m'a fait un compte-rendu hyper détaillé. Et elle m'a dit d'aller voir un des 2 médecins qu'elle m'a conseillé, sauf qu'ils avaient 6 mois d'attente. Moi, à ce stade-là, j'avais besoin de réponses. Donc, je me suis dit, ok, mais je vais quand même aller voir un autre gynécologue au cas où spécialisé. D'accord. À cette époque-là, je ne savais pas à quel point il fallait être spécialisé voilà, pour cette maladie. Et donc, je suis arrivée chez un gynécologue. Je l'ai quand même appelé et sa secrétaire m'a confirmé que oui, il était bien spécialisé en endométriose. Et donc, il a pris le compte-rendu de la sage-femme. Il m'a expliqué que de toute façon, il lui servait à rien. Il m'a refait une échographie endovaginale en m'expliquant que de toute façon, l'endométriose avait été inventée parce qu'on avait inventé un médicament contre l'endométriose, donc il fallait la maladie qui allait avec. Aujourd'hui, maintenant que je connais l'endométriose, je me dis, mais ok, waouh. Et donc, il m'a assuré que j'avais rien et il m'a expliqué, voilà, vos douleurs, elles sont dans votre tête, en gros. Et faut aller voir, qu'est-ce qu'il m'a dit, un psychologue, un kiné et un sophrologue. Donc, je vais quand même demander dans quel sens et comment, pourquoi. Et il m'a dit, faut essayer les 3 et puis vous verrez bien lequel fonctionne. Donc, je suis sortie de là complètement, autant dire, détruite en fait. Je suis sortie, je me suis assise, j'ai pleuré. Et j'ai quand même pris rendez-vous. Alors, je l'ai laissé un petit peu passer et j'ai quand même pris rendez-vous chez un des médecins que la sage-femme m'avait conseillé, 6 mois plus tard. Et donc, ça tombait 1 mois avant mon départ en humanitaire. Ce médecin donc est un radiologue top. Il m'a fait remplir un questionnaire. Je suis arrivée avec à la consultation. Il a regardé, il m'a dit, je peux déjà vous dire à 99% que je vais trouver quelque chose.
Et donc, échographie, à un moment, je me plie en deux de douleur. Il me dit, bah voilà, désolée, mais voilà, en fait, c'est parce que j'ai touché une lésion d'endométriose. Voilà. Après, déjà, ok. Et donc, il m'a tout expliqué. Alors, il y a un espèce de syndrome dont on parle assez souvent et de plus en plus, qui est que quand on a un diagnostic comme ça, on n'a aucune idée de ce qui se dit derrière. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. J'ai entendu endométriose. C'était à la fois un choc et un soulagement, parce qu'on mettait des mots, en fait, sur mes mots, et on me disait, après 12 ans d'errance et de douleur et d'incompréhension, que j'étais pas, en fait, je suis pas folle. La douleur que j'avais et que j'ai toujours aimé, énorme. Enfin, non, elle n'est pas normale, justement, mais est là. Elle existe. Et voilà. Donc après, il m'a tout expliqué. Je lui ai posé plein de questions. Je me rappelle de rien, très clairement. Et je me rappelle d'être sortie de ce rendez-vous. Il y avait un banc devant son cabinet. Je me suis assise et j'ai fondu en larmes. Et en fait, je me suis retrouvée dans la rue avec tous les gens qui passaient autour de moi, en larmes. À la fois complètement sous le choc. À la fois... Alors très vite, j'ai été aussi énervée. Parce que quand même, pendant 12 ans, on m'a expliqué que j'exagérais, que c'était dans ma tête. Et si on n'avait pas attendu autant, la maladie n'aurait pas avancé comme ça. Et du coup, j'aurais pas eu les douleurs qui ont déclenché mon action, en fait, de recherche de la maladie. Et voilà. Et quand même un gros soulagement parce que c'est pas dans ma tête, quoi. Voilà. Et donc je partais un mois plus tard en humanitaire quand même à Madagascar, qui est un des 10 pays les plus pauvres au monde. Donc, on n'a pas voulu prendre de risques. Il m'a juste passé la pilule que j'avais à ce moment-là en continu pour que je sois tranquille pour cette année-là. Et voilà, l'objectif, c'était à mon retour de continuer le parcours. D'accord. Voilà. Et comment ça s'est passé justement quand tu étais à Madagascar? Alors, psychologiquement en tout cas, et sur ce sujet-là, ça a été compliqué. Je partais pour des raisons très personnelles. Et un peu le besoin de me retrouver, de comprendre ce que je voulais, de revoir un peu mes priorités, etc. Donc ça faisait beaucoup d'infos dans le coup. J'avoue que j'ai essayé de laisser un petit peu cette histoire d'endométriose de côté, parce que de toute façon, j'avais pas plus d'infos. Je ne pouvais rien faire dans un pays, dans ce pays en fait. Et donc c'était vraiment, je m'occupe de tout le reste. Et à mon retour, on voit ce qu'on fait. Parce que de toute façon, je pouvais rien faire de plus à part peut-être chercher des informations et au final paniquer parce que j'avais toutes ces infos et que je savais pas quoi en faire. Donc voilà, ça a pas été simple, et en même temps, en fait, j'ai enfin arrêté d'avoir mes douleurs pendant les règles. C'est ce que j'allais te poser comme question. Donc ça veut dire que j'étais plus pliée en deux une fois par mois, j'appréhendais plus. Parce que c'est un peu une torture quand même, de se dire ok, ça y est, c'est terminé, mais dans 3 semaines ça va recommencer. Donc ça, j'avoue que ça a été quand même un soulagement. Et j'ai pu me concentrer sur le reste sans avoir ça à gérer à côté. Au bout d'un moment, ça a été un peu compliqué parce que je me suis dit, ok, il faut quand même que je fasse quelque chose. J'ai commencé à écrire en France pour prendre des rendez-vous à mon retour. J'avais pas de réponse. Alors que j'avais anticipé quand même à 6 mois. Donc pas de réponse, j'étais un peu dans le flou et c'était un peu compliqué psychologiquement. Mais au niveau des douleurs, en tout cas, j'ai été beaucoup plus tranquille que ce que j'étais avant de partir. Et au niveau enfin là, tu parles du choc, tu parles de toute la psychologie qu'il y a autour et de toute ton expérience à la fois physique et psychologique. À ton retour en France, comment ça s'est passé? Comment tu as entrepris du coup? Est-ce que tu as pu avoir les rendez-vous que tu avais dû anticiper? Parce que c'est un travail d'être malade. C'est ce que moi j'aime à dire, que c'est un travail d'être malade, parce que on doit anticiper, on doit prévoir, on doit gérer, on doit savoir dire, on doit savoir se débrouiller. Donc comment ça s'est... Alors le retour a été compliqué là-dessus, parce qu'en fait je connaissais pas du tout toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, toutes les associations de patients. En fait, je me suis même pas dit... J'ai cherché un peu, mais je me suis même pas dit il y a des assos qui existent en fait là-dessus. Et je me suis sentie complètement démunie en fait. D'accord. Parce qu'il y a finalement très peu de spécialistes en France. À ce moment-là, j'étais à Lyon pendant 6 mois. J'ai fait des allers-retours sur Paris, donc j'avais quand même 2 villes, 2 options. Et en fait, j'arrivais pas à trouver un gynécologue spécialisé qui puisse me recevoir rapidement.
C'est ça, c'était surtout Exactement. rapidement. Pour poser, oui, là, il y avait besoin par contre parce que effectivement, ça a été pendant 1 an, mais quand je suis rentrée, j'étais vraiment. Enfin, l'objectif c'était de m'occuper de ça par contre et rapidement parce que psychologiquement ça devenait compliqué. Et j'avais pas de réponse en fait, donc il me fallait des réponses. J'ai fini par trouver un chirurgien gynécologue à Lyon que je suis allée voir du coup en février. Je suis rentrée quand même début novembre, j'ai pas eu de rendez-vous avant. Pourtant j'étais très flexible sur les horaires. Voilà, et lui m'a dit quand il a vu en fait tous les symptômes, il m'a dit mais vous pouvez pas rester comme ça. Parce qu'il y a quand même une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai rempli un dossier sur une plateforme en fait qui permet de ne pas avoir à répéter en permanence à tous les médecins qu'on va voir, parce qu'on sait que dans ce genre de maladie, on va voir beaucoup de médecins et en fait c'est épuisant de répéter tout le temps la même chose en se demandant si ça va être bien accueilli, si on va être compris, si le médecin va pas se dire oh bah elle exagère, elle en rajoute, etc. Et donc j'avoue que ce dossier était très bien. Et donc il a regardé ce dossier et il m'a dit on peut pas vous laisser comme ça. Les douleurs que vous avez aujourd'hui, on ne peut pas vous laisser comme ça. Et donc, il m'a proposé de m'opérer. Et d'ailleurs, je dis que je l'ai vu en février, je l'ai vu en décembre, pardon, pas en février. Et donc, je me suis fait opérer en février. J'avoue que j'avais pas toutes les infos à ce moment-là. Je sais pas si je le referai aujourd'hui. Probablement pas. Honnêtement, c'est très flou pour moi encore. Mais le fait est que je me suis fait opérer en février. Et je me suis dit... c'est la fin, en fait. Cette opération est la fin de tout ce que je suis en train de vivre depuis, à ce moment-là, 13 ans. Et du coup, c'était pareil. Je suis rentrée après avoir eu cette info. Je me rappelle, ma maman était à la maison et elle m'a dit alors comment ça s'est passé. Et en fait, je l'ai regardé, j'ai fondu en larmes, incapable de parler, juste de lui dire il accepte de m'opérer. Et ma maman m'a regardée en me disant mais je comprends pas, c'est une bonne nouvelle. Et je lui ai dit oui, mais c'est juste que c'est trop d'émotion. Voilà. Et je me rappelle pas du tout du trajet retour d'ailleurs. Je me rappelle juste à un moment d'avoir été assise sur le quai du métro complètement sonnée en me disant waouh, en fait la fin elle est là. Je vais la voir quoi. Spoiler alert, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'opération s'est quand même très bien passée. Alors j'ai plusieurs lésions. Moi j'ai l'endométriose profonde sur la vessie, etc. Et en fait ils devaient pas m'enlever celle sur la vessie. Parce que il y avait des risques de stomie derrière, ils voulaient pas, et en fait j'avais pas de symptômes au niveau de la vessie. J'ai appris plus tard que c'était pas une très bonne idée d'enlever qu'une partie des lésions, mais à ce moment-là je connaissais pas du tout en fait cette maladie, hein, j'avais aucune info, et la bonne nouvelle c'est qu'il a pu tout m'enlever sans problème, et facilement. Donc voilà, l'opération s'est très bien passée, il était très content. Le rendez-vous post-op a été un peu un choc en fait. Je m'attendais à avoir plein de réponses, à savoir quand est-ce que je pouvais reprendre le sport, quand est-ce que je pourrais avoir des rapports sans problème, etc. Il faut savoir quand même qu'après cette opération, pendant 1 mois et demi, je savais que j'avais envie d'aller aux toilettes parce que ça me faisait mal. D'accord. Je ressentais pas l'envie d'aller aux toilettes, ça me faisait mal. Donc j'avais besoin de réponses quand même. Et donc j'ai fait ce rendez-vous 1 mois et demi après. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai eu envie de le voir de manière bienveillante parce qu'il était très bienveillant avant ça. Et après, je me suis rendu compte que c'est un chirurgien et potentiellement, il avait juste envie d'opérer comme certains chirurgiens, malheureusement. Et donc, le rendez-vous post-op s'est assez mal passé. Donc, pas de demande de consentement, pas de délicatesse. C'était vraiment compliqué. Et donc, je lui ai posé des questions. J'étais complètement perdue. Et à un moment, je me rappelle, il m'a regardée et il m'a dit « Non, mais vous êtes plus malade, en fait. Vous pouvez reprendre votre vie. » Sauf que, voilà, moi j'étais malade depuis, à ce moment-là, 13 ans. Et en fait, on ne sait pas comment on fait. On ne sait pas vivre sans cette maladie, en fait. On est habitué à être rythmé par cette maladie, à vivre en fonction d'eux. Et en fait, il m'a balancé ça comme ça. Et en fait, je suis rentrée complètement sonnée en me disant, qu'est-ce qui vient de se passer ? Donc, il m'a expliqué que je pouvais reprendre les rapports, le sport, etc. Alors que je me sentais pas du tout et j'ai pas eu du tout d'écoute à ce niveau-là. Donc ça a été compliqué. Toi, tu avais des attentes. Absolument. Et tu avais des attentes par rapport à... Tu te disais que c'était la fin au niveau de... Mais tu n'as pas réellement eu d'explication des, j'ai envie de dire, bénéfices-risques. Ouais.
C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu les bénéfices-risques. Si on fait ça, qu'est-ce qui peut se passer au pire, au mieux, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut. Et c'est aussi ce dialogue avec l'équipe médicale traitante qu'on travaille. Et moi, de mon expérience aussi, à la fois patiente experte, mais à la fois de mon expérience personnelle. C'est vrai que quand tu as enfin un diagnostic, c'est super. Enfin, tu te dis, ben ça y est, il y a quelque chose. Je sais ce que j'ai. Moi, je me revois ne pas avoir osé. En fait, quand le médecin donc c'était un gynéco, le gynéco de ma mère. Donc, t'imagines, parce que j'ai 46 ans, qui n'a pas voulu tout de suite m'ausculter. Il a appelé maman en disant on peut ou... Donc elle lui a dit elle est venue te voir, donc tu peux y aller. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans, mais j'ai eu mes règles à 9 ans et j'ai eu mal dès 9 ans en fait. Okay. Et c'est vraiment à 15 ans j'avais des douleurs, c'était pas normal enfin à la fois c'était normal parce que j'étais une femme et que tu engendras dans la douleur et les règles, c'est normal d'avoir mal. Mais à la fois, ma maman était inquiète parce que elle aussi avait eu des soucis gynécologiques et elle se posait la question elle espérait que ça soit pas comme elle qui était quasiment tous les ans à l'hôpital quand j'ai été jeune. Et c'est vrai que donc je suis allée le voir et donc il m'a donné des examens à faire. Il m'a dit qu'il fallait aller faire une IRM parce que j'ai tout le temps eu mal. Dès que j'ai eu mes règles, et tout de suite j'ai eu mal. Et il m'a donné une IRM à faire et je me souviens que je suis allée faire une IRM. Il m'a dit il faut faire une IRM, donc j'ai appelé un centre d'imagerie pour faire une IRM. Et il m'avait donné une pilule aussi à l'époque. Enfin, c'était d'abord mon médecin traitant qui m'avait donné une pilule et il m'a dit on va la continuer pour voir si ça te soulage. Et je suis allée faire cette IRM et je suis revenue. On m'a dit mais non, vous n'avez rien. Donc je suis pas venue le voir tout de suite non plus parce que je me suis dit ils ont dit que j'ai rien, donc je vais patienter, voir un peu comment je réagis. Et en fait, je suis revenue le voir parce que je suis... et c'est là que ma mère m'a dit c'est plus possible, quand je suis tombée en fait dans les pommes à la gare Saint-Lazare, dans l'escalator, de douleur, tellement c'était intense et difficile. Et j'ai surtout supplié de rentrer chez moi, mais pas d'aller, qu'on m'emmène pas par les pompiers, je voulais juste rentrer chez moi. Et à développer des stratégies comme... toi, c'était le dimanche, donc moi, je faisais en sorte que j'ai mes règles pareil le week-end pour... ah oui, moi, c'était calculé. Hein. C'est ça. Tu développes quand même des stratégies assez pour ne pas être au travail, pour ne pas... tes week-ends, c'est pas cela. En c'est ça. Où tu dis 5 minutes avant, c'est bon, on va y aller et tout se passe bien. Et 3 minutes plus tard, tout ne se passe pas bien et finalement, t'es tordu en 50 parce que c'est trop compliqué. Donc je suis allée le revoir parce que c'était plus supportable, parce que j'avais l'impression qu'on m'arrachait la matrice en fait. Donc il me dit mais je t'avais donné une IRM à faire, et je lui dis oui mais il n'y a rien, montre-moi les résultats. Il me dit je crois que j'ai oublié une petite précision. Tu as été dans un centre pas spécialiste, donc eux ils savent pas. Mais il t'a dit quand même. Ah oui. Parce que moi j'ai oublié l'IRM dans mon parcours, mais personne m'a jamais dit à aucun moment qu'il fallait. Mais parce qu'on avait fait une écho et à l'époque mais lui il se disait quand même il avait connaissance de cette pathologie. Pourtant c'est un médecin. Quand t'avais 15 ans, du coup. Oui. En vrai c'est incroyable. Mais en fait je suis allée le revoir mais longtemps après en fait. Et c'est après là qu'on a refait partir la machine. Après, j'allais voir mon médecin traitant qui lui j'avais des antidouleurs, voilà, mais
Et du coup, on a refait partir le parcours, j'ai envie de dire, et la machine. Quand je suis allée le voir, je devais avoir 5 ans plus tard quand même. Okay. Je suis pas revenue mais t'as quand même suite. trouvé un médecin il y a du coup 20-30 ans, non gynécologue. Gynécologue, okay. qui connaissait. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'a dit, il faut aller dans un centre spécialisé. Il m'a remis un courrier qu'il avait cacheté. Et moi, jeune, je me suis dit, il m'a dit, c'est pour le médecin qui va te prendre en charge. Et j'ai pas osé l'ouvrir, quoi. Mais par contre, j'y suis allée à la lampe pour aller voir ce qui était écrit dessus. Et là, tu vois le mot endométriose. Donc, on commence les recherches sur Internet, pas très glorieuses et pas très joyeuses. Où là, tu te dis, ça y est, c'est fini, en fait. Je suis malade, ça va être compliqué. Il n'y avait pas autant de détails. Donc, je sais que je suis allée, par contre, voir sur des forums. Okay. À l'époque, et c'était pas non plus très glorieux parce que tout le monde faisait part de son expérience, mais c'était pas tempéré, et donc les grosses il y avait quoi comme information sur Internet il y a 25 ans? Il y avait des informations concernant, mais c'était surtout, moi j'allais sur des forums et du coup j'ai pris peur parce que c'était des personnes qui avaient des parcours difficiles et puis la maladie elle n'était pas autant connue. Moi, mon entourage savait que j'étais malade parce que mes parents, pas tout le monde au niveau de la famille, mais mes frères et sœurs, mes oncles et tantes, ils le savaient. Donc on a essayé beaucoup de choses. Ma grand-mère m'a donné des potions. Une fois, j'avais tellement mal au ventre, elle m'a donné du rhum et du sel. Et par contre, oui, je me suis effectivement, j'avais plus mal au ventre, mais par contre, j'avais un mal de crâne au réveil. C'était terrible parce que oui, j'ai dormi après 5 heures, quoi. Mais j'étais bien saoule, mais voilà. Mais essayer des tambouilles, des machins, des trucs, mais ça ne passait pas, quoi. Parce qu'on me disait, tu prends ça, tu fais attention. Et aux Antilles, on fait quand même, parce que je suis originaire de la Martinique, mais on fait quand même attention aussi à l'alimentation. Donc, déjà, il y avait des petites tendances. Ouais, ça, faudrait peut-être que tu manges moins de viande, etc. Enfin, il y avait quand même des petites tendances. Fais attention à ce que tu manges. Peut-être que ça ira mieux aussi. Et puis, donc, j'ai passé cette IRM avec une médecin spécialiste. Deuxième IRM, du coup. Ouais, la deuxième IRM. Et là, elle m'a parlé. Elle a été. Je me souviens de sa voix très douce, en fait, où elle m'a expliqué dans les détails les atteintes, pourquoi ça engendrait. Elle m'a même fait, en attendant, parce que pour moi, c'était flou aussi, un schéma avec comment ça se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'ai cette douleur-là à cet endroit-là, etc. Et du coup, moi aussi, je suis sortie du rendez-vous soulagée, en pleurs, parce que là, on allait, et elle m'a dit, je pense que là, dans votre cas, endométriose profonde avec atteinte digestive, elle m'a dit, dans votre cas, il va falloir envisager la chirurgie. Donc, j'ai été orientée vers un autre gynéco spécialiste et une équipe aussi qui s'occupe d'endométriose mais plus spécialisée chirurgie digestive. Et là, pareil, donc là, c'est les rendez-vous qui commencent. Et comme il fallait aussi pallier au niveau du travail, on savait que j'avais des difficultés, que j'étais malade, mais je voulais pas non plus. Moi, j'ai toujours ce leitmotiv, mais c'est moi, je ne veux pas que la maladie prenne le pas sur ma vie. Et c'est pas elle, mais c'est moi d'abord. Et du coup, j'ai fait en sorte de naviguer les rendez-vous médicaux. Donc, il s'avère que du coup, j'ai pris quasiment tous mes congés pour c'est un problème dans cette année. pour mes rendez-vous, mais pour pas dire je suis malade et il faut que j'aille faire des examens médicaux et voilà. Mais t'arrives à la fin de l'année, t'es épuisée en fait. Bah oui, parce que t'as pas pris de congé, mais t'as fait ça, mais
Ah, c'est une charge mentale qui est incroyable. Hein. Donc, ensuite, bonne prise en charge. On a travaillé pareil. J'avais une bonne écoute. C'était une bonne équipe parce que j'avais une écoute et on faisait en fonction aussi moi de comment je me sentais et ce que je voulais vraiment parce que j'ai pris quand tu faisais la liste de tous les antidouleurs, ça s'était fait, donc ça ne passait pas. Enfin, c'était comme des bonbons à la fin. Et donc on a fait des pauses, on a essayé, on a tenté avec une belle écoute. Et puis j'ai eu une première grosse opération où je suis restée 6 heures sur la table d'opération et je suis ressortie avec une stomie, une sonde urinaire et après pour le rétablissement, sonde gastrique. Enfin. T'avais quel âge à ce moment? J'avais 21 ans. J'avais 21 ans. Je dis des bêtises. 21 ans, j'ai une première célio. Ah oui, j'ai oublié ce petit détail. Donc 21 ans, j'ai une première célio. Et puis ensuite, c'était 20 où ça a été après cette première célio. Et en fait, vers 28 ans, j'ai recommencé à avoir mal, mais pareil, encore une fois, je suis pas allée tout de suite voir le médecin pour lui dire j'ai mal. Donc j'ai attendu quasiment 2 ans. Okay. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette grosse opération. La première cellio à tes 21 ans, c'était pour retirer les lésions? C'est ça. Okay. Donc c'était une cellio et voilà. Mais ce que tu abordais aussi, c'est que moi après j'ai su rapidement que c'était pas la fin en fait. Malheureusement. Malheureusement que j'étais rentrée dans quelque chose, dans un parcours qui pouvait faire des pauses, mais qui pouvait reprendre. Mais j'ai été, quand on parle d'endométriose, on parle physique, mais il faut parler aussi beaucoup psychologique et psychique, parce que c'est une maladie à la fois pour le patient, comme dans toute maladie chronique, mais pour l'entourage et les aidants, et une maladie de couple, une maladie sociale. Et ça a un gros impact, mais j'ai toujours été accompagnée quand je trouvais que c'était très difficile pour préparer aussi mes opérations. Et puis pour parler de tout ça et pour pouvoir voir comment j'allais agir en fait là-dessus. Et après j'ai eu encore plein d'opérations. Après j'ai fait une occlusion, donc réopération. Ça a été pendant un moment et puis à nouveau des douleurs. De l'adénomiose. Donc, du coup, c'était beaucoup plus complexe et compliqué. Et j'ai essayé tous les traitements, accompagné toujours à chaque fois. On essayait de travailler avec l'équipe médicale. Et à un moment, c'était plus possible, donc je devais partir en croisière avec ma tante qui était en panique totale parce qu'elle me dit mais qu'est-ce qu'on fait si sur le bateau, comment ça se passe? Donc je lui ai dit on va voir. On va voir. Donc je suis allée voir le médecin avant, le gynéco, et je lui ai dit bon, j'ai une croisière, on a déjà tout essayé. Pareil, j'avais déjà demandé, mais ça c'était personnellement encore une fois, et j'avais demandé une hystérectomie, mais il pensait que c'était trop tôt pour moi, parce que c'était mon choix, et je lui ai dit, on a tout essayé. Moi là je suis fatiguée. Tu n'avais pas d'enfant? Je n'avais pas d'enfant et j'en ai toujours pas. Mais mon corps était fatigué. En fait, il ne supportait plus tous les traitements. Ça fonctionnait 2 semaines. Donc pendant 2 semaines,
tu es contente. Et 2 semaines plus tard, et puis avoir toujours les yeux rivés sur mon ventre, mon attention sur... alors, je faisais d'autres choses pour justement... j'ai beaucoup travaillé aussi, peut-être à pallier, parce que je voulais faire autre chose qu'être malade. Et je lui ai dit, on fait un deal. Moi, j'ai besoin de 3 semaines où j'allais voir ma grand-mère, qui m'avait dit auparavant, mais l'essentiel, c'est que tu ailles bien. Donc, tu fais comme tu veux. Et je suis allée voir ma grand-mère avant de partir en croisière. J'avais 3 semaines et je lui ai dit, pendant ces 3 semaines, il faut me trouver un traitement qui fonctionne, parce que moi, je veux vivre pendant ces 3 semaines-là. Et on voit mon retour. Et je pense que, alors je ne sais pas si c'était psychologique ou quoi, ça a fonctionné pendant 3 semaines. 3 semaines où c'était ma best life, où j'ai pu faire tout ce que je voulais. Et au retour, 1 semaine plus tard, rebelote. Des hémorragies, donc il m'avait dit, je l'ai rappelé, je lui ai dit, que fait-on? Et il a enfin accepté, pareil, j'avais une lettre de ma psychologue qui me suivait pour appuyer, et que j'étais au clair avec ça. D'ailleurs, j'étais tellement contente quand il m'a dit OK, parce que j'avais pris aussi pareil 30 kilos, c'était juste pas possible et insupportable. Et des yo-yo, des humeurs, c'était plus possible. Donc encore une fois, c'était elle ou moi. Et bien, il m'a dit OK. Et ce jour-là, je me ramène parce que pareil en réunion, en réunion, je dis des réunions parce que la maladie est un travail. C'est ça, la maladie est un travail. Et en rendez-vous, j'allais toujours avec mon Jiminy Cricket. J'avais toujours une autre personne avec moi pour éviter d'être toute seule, d'oublier, qui était aussi là pour reformuler, pour écouter aussi pour moi. Ce qui pouvait être dit, parce que parfois, après, il y a un blackout et tu sais pas trop. Et je suis allée boire un verre avec mon Jiminy Cricket et j'ai d'ailleurs fait une fête. Tout le monde fait des baby showers et moi j'ai fait une hystérique shower où j'ai fêté le divorce avec mon utérus parce que c'était plus possible et j'ai vécu parce que j'ai vécu plus de 6 ans le reste de ma vie, où c'était génial, où j'ai vécu, où je pouvais faire ce que je voulais sans difficulté. Et puis les douleurs sont revenues dernièrement. Et c'était... je me suis dit, ça pouvait revenir une fois de temps en temps, parce que parfois je faisais des excès au niveau alimentaire, etc. Et pas beaucoup de repos, parce que... Mais là, ça revenait régulièrement et donc là, j'ai une récidive à la fois digestive et vésicale. Donc voilà, on traite, on avance, on fait en sorte que, mais c'est important aussi l'accompagnement dans ces moments-là, tout ce qui est aussi annexe. Alors je vais te laisser aussi en parler, parce que je pense que quand on développe des stratégies particulières, l'idée aussi c'est de pouvoir le partager, et c'est tout l'intérêt du partage des associations de patients, de pouvoir en discuter aussi pendant des ateliers d'éducation thérapeutique. Et c'est pour ça que j'avais aussi à cœur des petites expériences, de pouvoir en discuter, en faire part aux autres patientes. Mais toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu aurais voulu aussi peut-être qu'on te donne comme info au tout début, parce qu'il y a une belle avancée. Moi, j'ai envie de dire une vieille dans le secteur, mais il y a eu des belles avancées. Il reste encore beaucoup à faire, mais... Alors moi j'ai mis pas mal de choses en place, des petites choses en fait. Moi il y a quelque chose que j'ai réalisé très vite, c'est que il y a beaucoup de personnes qui justement, comme tu dis, adaptent leur façon de manger, etc. Moi depuis toujours c'est le seul truc qui fonctionne correctement chez moi.
Alors, je parle au passé, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était la seule chose. Et du coup, je me suis toujours dit, je ne veux pas toucher à ça. Je vais faire tout ce qu'il faut autour, mais je veux pouvoir manger ce que je veux. C'est le truc qui me rend heureux, que je peux faire sans problème, et voilà. Bon, ça a changé, mais bref. Il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu réconciliée. J'ai mis longtemps déjà à arriver à ne plus être énervée. Tu parlais du psychologique tout à l'heure. Moi, j'étais vraiment énervée parce que si on m'avait écouté, en fait, plutôt, tout de suite, la maladie aurait pas avancé comme elle l'a fait. Et j'aurais jamais eu les douleurs de dos que j'ai eues. Je suppose, j'aurais jamais eu les douleurs pendant les rapports qui sont insupportables et qui sont en fait un énorme impact sur la vie de couple. J'aurais jamais eu les douleurs, je pense, d'estomac que j'ai aujourd'hui. Alors, on peut jamais dire jamais, on s'entend, hein. Mais en tout cas, ça aurait été peut-être beaucoup plus tard ou pas du tout. Et le fait est qu'elles sont là aujourd'hui et qu'en fait, c'est ce qui me bouffe la vie, en fait, aujourd'hui. Je crois que la première chose que j'ai faite, j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps, hein. J'étais toujours hyper inconfortable, je m'acceptais pas, etc. J'ai commencé la pole dance, en fait. Alors j'ai commencé en plus à une période où c'était pas du tout accepté et donc je me suis pris quelques réflexions, j'en parlais pas au travail, etc. Mais en tout cas, ça m'a vraiment réconciliée avec mon corps et en fait, j'ai appris à écouter mon corps, ce que je ne faisais pas avant, jamais. Parce que en fait, t'as tout le temps mal. Qu'est-ce que tu fais ? Tu développes une résistance à la douleur, une résilience et en fait, t'écoutes plus ton corps. De toute façon, t'as tout le temps mal et tous les mois et en permanence. Donc en fait, j'avais arrêté de l'écouter et la pole dance m'a réconciliée avec ça et m'a permis de redécouvrir mon corps et d'accepter de l'écouter de nouveau. Donc ça déjà, ça a été une grosse victoire pour moi et j'ai pu continuer contre toute attente à Madagascar, ce qui était quand même assez incroyable. J'avais une prof qui était géniale et je pense que je me suis vite rendu compte aussi que le sport était hyper important et que j'avais besoin de ça. Enfin, vite. J'ai mis un peu le temps en fait pour me rendre compte, mais aujourd'hui je sais que les périodes où j'en fais pas assez ou pas du tout, en fait je dors mal, je suis encore plus inconfortable qu'avant, etc. Donc ça maintenant je le sais. Alors évidemment je suis suivie par une psy, alors plus de manière régulière aujourd'hui, mais en tout cas elle m'a beaucoup aidée à travers ça. Et je pense qu'il faudrait que je refasse ça plus ciblé parce qu'en fait la période dans ce moment pour moi est compliquée parce que toi tu disais que tu t'étais rapidement rendu compte après ton opération que c'était pas la fin. Moi cette opération a eu lieu il y a bientôt 2 ans et je m'en rends compte aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui en fait je suis en train d'accepter que je suis malade et je le serai toujours. Et en fait c'est pas un symptôme que tu règles et c'est terminé et ensuite on passe au suivant et un jour ce sera terminé. Les symptômes seront toujours là. Ils vont changer, ils vont évoluer, etc. Il faudra que je m'adapte toute ma vie. Et en fait, je suis en plein dans cette acceptation. Et du coup, je vais samedi à mon premier groupe de parole sur l'endométriose, que j'ai mis un moment à passer le pas et à me dire, en fait, j'ai besoin de savoir que je suis pas seule, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de voir que je suis pas toute seule à vivre tout ça. Et ça, en fait, j'aurais pas su que ça existait sans toi, je pense. Donc, merci pour ça. Et donc, j'ai mon premier samedi. Et je pense que c'est les choses les plus importantes que j'ai mis en place. Et si, hyper important, j'ai appris à m'écouter et à réagir. Parce qu'il y a un moment, je m'écoutais, mais je ne réagissais pas et j'étais toujours autant à 100%, etc. Moi, j'ai une fatigue chronique. Alors déjà, des insomnies jusqu'à mes 22 ans et aujourd'hui, une fatigue chronique est encore très importante, qui a disparu pendant quelques mois après l'opération. Et c'était incroyable. J'ai découvert la vie sans fatigue. Juste, c'était exceptionnel. Quand elle est revenue, ça a été compliqué à accepter, mais aujourd'hui, c'est comme ça, je l'accepte et ça m'arrive d'être malade de fatigue. C'est-à-dire que ça m'arrive par exemple, samedi, il y a 10 jours, j'ai tellement poussé dans la journée, je me suis levée hyper tôt, j'ai fait 1 million de choses, je suis revenue hyper tard. J'étais dans le train au retour et en fait, j'étais malade tellement j'étais fatiguée. Et ça, aujourd'hui, je l'accepte et je réagis. C'est-à-dire que je vais prendre du temps pour moi. Et aujourd'hui, j'accepte de dire, non, ce soir, je suis pas disponible parce qu'il faut que je me repose, il faut que je m'écoute et il faut que je prenne du temps pour moi. Ce que je ne savais pas faire avant. Et ça, je pense que
honnêtement, je pense que c'est le plus important dans l'endométriose. Il faut savoir s'écouter et accepter de réagir. Et accepter que ça arrive, en fait. Tu le disais tout à l'heure, c'est une maladie. Il y a un moment donné où tu te dis, si je vis en fonction de cette maladie, c'est impossible. Et je pense que ça t'arrive tout le temps aussi. Il y a souvent des gens qui me disent, mais comment tu fais? Et même moi, je le dis à des personnes comme toi qui ont un parcours encore plus complet, encore plus avancé que moi, où je me dis, mais comment elle fait pour être toujours debout, là, de bonne humeur, avec toujours le sourire. Et la réponse, je l'ai, parce que je fais pareil, mais pas à ce point. Et en fait, t'as pas le choix. Après, moi, c'est mon leitmotiv, c'est agir pour être. On n'a pas choisi d'être malade, mais je suis Christelle et je suis pas. C'est pas la définition de ma personne en fait. Je veux être Christelle malade, mais je suis Christelle malade. J'ai pas le choix, c'est une maladie chronique, donc je l'aurai tout au long de ma vie. En revanche, je suis Christelle. Je suis pas que malade ou je vais pas faire que en fonction de. Quand t'as pas le choix, tu le fais, mais il faut avoir. Et puis j'aime pas le il faut. C'est prendre le temps. Alors parfois il faut du temps pour digérer. Hein. Je dis pas que c'est tous les jours facile, mais prendre le temps, pouvoir en discuter aussi avec les personnes, parce que moi j'ai eu aussi je pense que j'ai eu quand même un terrain favorable à la fois familial, professionnel également, parce que j'ai pu en parler à mon patron. On a toujours travaillé, même là actuellement, je peux en discuter avec mes collègues, etc. Et pour moi, ça fait partie de moi justement, mais il faut que les personnes aient aussi cette visibilité en gros, et que c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Et encore une fois, parce que à un moment, quand j'ai eu mes grosses opérations, j'étais indisponible pendant plus de 5 mois. Mais je leur ai dit, c'est mon ventre en fait. On ne m'a pas opéré du cerveau, ça ne va pas changer au niveau. Je ne vais pas disjoncter. Enfin, ça, on va faire comme on peut. Au boulot, j'arrivais et je disais, là, c'est pas possible. Hier, j'ai pris des médicaments, donc il y a des choses qu'on ne fera pas et on va adapter. Je m'adapte en fait. On a tendance à vouloir compenser, et moi je parle plus d'adaptation par rapport à ce que tu peux traverser. Et justement, c'est là que je me trouve encore plus vraie avec l'expérience de pouvoir dire non, là c'est pas possible, parce que aussi je pense qu'on passe tous par cette période. Ah oui, mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et bien non. Eh bien, c'est pas grave, c'est ok. Non. Non, aujourd'hui, non, c'est pas possible. Peut-être demain, mais là, aujourd'hui, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, mais pareil, à travailler sur l'alimentation, parce que j'ai testé ce qui passait pas, ce que j'aime, et là, pareil, je suis pas de manière radicale à tout enlever. Il faut aussi que la maladie apprenne à s'adapter à moi, parce on va vivre ensemble toute notre vie. Mais je lui dis aujourd'hui, on va faire comme ça, mais je module. Au niveau de l'alimentation, il y a des choses que je vais manger, mais je vais pas compenser, je vais pas faire des cheat meals. Enfin voilà, mais je continue parce que c'est important aussi pour justement cet aspect social, de pas être toujours dans la restriction. Ça je peux pas, ça je peux pas. Quand on peut. Enfin, après c'est mon histoire encore une fois personnelle, mais pour être aussi, c'est important d'être la convivialité, d'être avec les autres, et donc il y avait ça au niveau de l'alimentation, et puis le sport. Mais quand je pouvais pas, mais je me souviens de mon père qui me dit, mais t'es couché là, ça va pas, mais tu vas danser. Mais danser, c'est ce qui permet de bouger. En plus, cette partie de toi justement de la solliciter pour pouvoir justement limiter ses adhérences et
le mouvement, mettre le corps en mouvement, c'est super important. Et moi, c'est toujours la danse qui m'a plu. Donc, toi, c'est la pole dance, la danse ou une activité, marcher, chanter. Là, j'envisage d'aller chanter bientôt. Mais parce que c'est aussi ça qui permet alors, de stimuler aussi et de ne pas rester sur la douleur. Et puis, j'ai un copain, moi, j'ai des nouveaux amis, messieurs les tenses. Oui. Justement, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai encore un peu de mal avec moi pour l'instant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils me proposent ça? Donc, pareil, j'ai été accompagnée où on a fait un point, et c'est aussi ça la richesse de l'éducation thérapeutique, de pouvoir faire des bilans sur ton parcours, ta maladie, mais aussi toi, ta vie professionnelle, ta vie sociale, c'est toi dans ta globalité. Et comment réfléchir comme un bilan de compétences, en fait. Moi, je l'assimile à ça. Et c'est un peu comme un bilan de compétences. Voilà. On est là, on en est où? Vers où on va? Qu'est-ce qu'on guide? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on module? Est-ce que ça me plaît? Réfléchir. Et c'est exactement ça. Et de pouvoir... qu'est-ce que je peux prendre et qu'est-ce qui s'adapte à moi et qu'est-ce qui me plaît là-dedans. Et au départ, les thèmes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, les branchés là? Et finalement, enfin, ça détend en fait. Ça détend les tissus, ça détend et ça t'accompagne. Et c'est aussi ce qui permet de prendre, pour moi, encore une fois, moins de nostalgique, de médicaments et autres. Et après, chaque cas est différent. Peut-être à un moment, je vais passer au yoga ou à la sophro. Oui, on change et on adapte aussi. C'est ça, il faut pouvoir trouver quelque chose aussi qui nous plaise et dans lequel on se retrouve. Et rien n'est impossible, encore une fois, quoi. Je rebondis d'ailleurs parce que je me rends compte que j'ai pas répondu à toute ta question tout à l'heure quand tu me disais déjà ce que j'ai mis en place et ce que j'aurais aimé trouver. Dans ce que j'ai mis en place et que j'aurais aimé savoir avant, j'ai commencé à aller voir une ostéo spécialisée dans l'endométriose. Et en fait, c'est juste... En plus, elle est incroyable parce qu'elle est hyper à l'écoute et ça me permet vraiment de discuter avec elle, d'avancer, de même moi me dire, ok, en fait, il faut que je fasse ça. Et il y a des fois, il y a des choses que j'ose pas faire. Et je lui en parle et en fait, ça me permet de sauter le pas et de mieux comprendre. Oui. Et ça, vraiment... et j'ai plusieurs amis qui sont aussi atteintes d'endométriose qui vont voir des ostéos régulièrement. Alors, le problème, c'est que c'est un coût. Mais c'est absolument génial. Et ça, j'aurais aimé savoir avant. En fait, j'aurais aimé connaître les outils qu'on a aujourd'hui et qui n'étaient pas du tout connus. En fait, c'est hyper récent, hein, donc qui n'étaient pas connus déjà. Moi, quand je suspectais d'avoir quelque chose, et même depuis que je suis diagnostiquée, je découvre ça très récemment. Et il y a quelque chose aussi que j'aurais aimé connaître. Alors, les associations de patients, ça c'est sûr. Et j'ai découvert un site, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle deuxièmeavis.fr, qui en fait te permet d'obtenir un deuxième diagnostic. Enfin non, d'avoir justement une deuxième lecture de ton imagerie pour avoir un diagnostic. Je connais ce site, mais en fait, c'est voilà. Quand tu as moi, ça m'aurait évité, par exemple. Exactement. D'aller faire cette première IRM. On me dit, enfin, je l'aurais cette IRM, mais au moins, elle serait relue par un médecin spécialiste de la pathologie. Les examens, de toute façon. De toute façon, dans ce genre de maladie, on sait. Tu les as, les examens, tu as tous les comptes rendus, tu as tout. Mais en fait, une relecture par un médecin spécialiste, ça m'aurait évité 10 ans. Ouais, bah moi aussi. 10 ans, Une dizaine d'années, ouais, je pense. Et de pouvoir aussi, pareil, après, t'as aussi sur ce site, avoir aussi la prise en charge au niveau du traitement. Et pareil, t'es pas obligé d'aller... tu peux être suivi par ton médecin de ville, mais avoir l'avis d'un médecin spécialiste gynécologue qui va t'orienter vers des traitements et t'éviter aussi des délais comme tu as attendu plus de 6 mois pour voir un gynéco. Qui est d'ailleurs sur ce site et
Et du coup, tu peux quand même avoir un retour en moins de 7 jours, ce qui est assez incroyable. C'est Et clair. effectivement, ça m'aurait évité de me retrouver... Ça m'aurait évité de pleurer autant, en fait. En fait. Et d'avoir des réponses plus rapidement et potentiellement de mettre en place des choses plus rapidement. Et puis de pouvoir en discuter en fait avec ton équipe qui te suit. Mm. C'est pas, c'est une question aussi de te rassurer, de te dire ben voilà, il y a des choses qui sont mises en place, qui peuvent être mises en place et j'ai pas besoin d'attendre. C'est un dialogue en fait, c'est vraiment ça de pouvoir en rediscuter toi après derrière et puis de relire. Oui. Moi et de pouvoir être mieux comprendre par nos proches aussi, parce que du coup comme t'as un compte rendu écrit, bah déjà t'as pas le biais de je me rappelle pas de ce qui a été dit, j'ai le relire la de moitié, dire il a dit un mot mais je sais plus trop quoi. Ça. La dernière fois j'ai mon ostéo, parce que du coup mon ostéo m'a conseillé une sage-femme pour faire de la rééducation périnéale, du coup pour mes dyspareunies. Encore un truc, c'est pas mal. À 28 ans, on est content de faire ça. Mais et du coup, elle m'a demandé en fait ce que j'avais fait. Je l'ai fait à 46. Hein. Tout va bien. Je suis aussi je fais. Et du coup, elle m'a demandé quelle technique elle avait utilisée et j'étais oui, alors je crois qu'elle m'a expliqué que c'était la même technique qu'on utilise pour soi-disant rajeunir le vagin. Et j'étais mais je comprends rien de ce que je raconte. Et en fait, si t'as des comptes rendus comme ça écrits en mode lis, ce sera beaucoup plus clair. T'auras toutes les infos, pas de biais. D'ailleurs, c'était pas mon ostéo qui m'a posé la question. C'était la sexologue que je suis allée voir parce que je suis aussi allée voir une sexologue. Tu mets en place différentes choses pour aller mieux et c'est vraiment ça, c'est mieux vivre avec la maladie, puisque c'est une maladie chronique, donc c'est vraiment mieux vivre. Qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux être aidée. Maintenant, oui, effectivement, il y a donc et puis même la rééducation périnéale, moi. C'est la chose aussi où je n'ai dyspareunie, c'est la chose à laquelle j'ai échappé. Ah, j'allais dire t'as de la chance, mais vu tout le reste, je vais garder mes dyspareunies toute seule. Mais non, et puis j'en fais pour aussi éviter les adhérences, etc. Ouais. Et il y avait pas ça non plus avant, et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir aussi et encore une fois, c'est la connaissance de soi et de son corps. Oui. La première fois que je suis allée du coup chez cette sage-femme pour ça, je me rappelle, ça faisait quand même... La sexologue m'a fait me rendre compte que ça fait quand même quasiment 4 ans que j'ai ces douleurs et que c'est compliqué du coup évidemment d'en dire dans ma vie de couple. Et je me rappelle, je suis arrivée chez la sage-femme, du coup je me suis allongée et tout. Et j'ai passé la séance à me retenir de pleurer parce que en fait je me suis rendu compte que c'était... Il y avait tellement de choses accumulées, le psychologique était tellement fort que j'ai passé ma séance à me retenir de pleurer alors qu'on n'a pas parlé de trucs compliqués, intimes, rien. Juste le fait d'être là, peut-être aussi de prendre ça en main et juste en fait tout ce que ça faisait remonter. Et là je me suis dit mais si on m'avait dit plus tôt, tu peux faire ça. Mais j'aurais pas attendu 4 ans en fait. D'où l'intérêt aussi maintenant des filières aussi, des filières endo, de pouvoir justement établir un parcours pour pouvoir bénéficier des choses mises en place et des traitements et autres. Que j'ai pas encore fait, mais c'est voilà. C'est la prochaine étape. Je fais des pauses aussi de temps en temps. D'où l'intérêt aussi de travailler sur la recherche pour les traitements. Donc il y a des choses mises en place mais c'est vrai que c'est une maladie qui touche à la fois le corps, l'esprit, maladie sociale avec l'entourage, maladie de couple. Je sais pas si tu veux un peu en parler ou... Alors moi j'ai un mari absolument extraordinaire qui est toujours là aujourd'hui. Et c'est marrant, la dernière fois, du coup je suis dans plein de forums, je suis plein d'Instagrammeuses, etc. Et la dernière fois, il y en a une qui avait fait un post justement sur ça, de le nombre de personnes qui lui disent, parce que du coup elle a un copain depuis je crois 6 ans, le nombre de personnes qui lui disent t'as de la chance, ton copain il est toujours là et tu portes là-dedans. Et elle disait mais s'il le fait pas, mais quittez-le en fait. Bon, c'était peut-être un peu brutal et peut-être que des personnes s'y retrouvent, j'en sais rien. Mais je me suis fait la réflexion que moi-même, je me dis, mais alors je me suis mariée très récemment du coup, mais ça fait très longtemps qu'on est ensemble et même avant que c'est... Bon,
Ouais, allez, non, cette douleur était déjà là, pardon. Mais avant que j'ai des dyspareunies, etc., en tout cas. Et les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports. Et du coup, j'arrête pas de me dire, en fait, mais mon mari est toujours là, enfin, c'est extraordinaire, mais je suis pas sûre que je serai encore là. Franchement, il a supporté des trucs. Enfin, juste, c'est assez incroyable. Et en vrai, même si je devrais pas le dire, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir un mari comme lui. Et du coup, ça va et je le vis plutôt bien. J'ai absolument aucune pression de sa part. Enfin, vraiment. Mais je pense que ça peut être très facilement un gros sujet dans le couple, en fait. Parce que, en fait, quand t'as des dyspareunies hyper fortes, que t'es plié en deux sur ton canapé... alors, moi, j'ai, entre guillemets, de la chance, parce qu'en fait, je l'ai prévu comme ça, mais les week-ends, ça peut être la semaine aussi. Mais en fait, lui aussi doit s'adapter. Vous adaptez, parce que vous êtes un couple. Ouais. C'est pas que lui, c'est que vous adaptez et vous vrai. Réfléchissez. Enfin, après, moi, c'est aussi ce que j'explique, c'est la sexualité, c'est pas normé en fait. Oui. Et ce n'est pas encore une fois que la pénétration. L'amour, c'est pas uniquement ça. Donc c'est effectivement il y a des choses, mais au fur et à mesure. Et encore une fois, oui, pas se mettre la pression, mais la sexualité, c'est pas simple. Pas uniquement 4 ans. Oui, mais il y a des travailler avec la sexologue. Mais tu as agi. Mm-hmm. Je suis en train d'agir. Tu agis pour travail, mais ouais. pour cette thématique, j'ai envie de dire. Ouais, en fait, c'est aussi redécouvrir sa vie de couple, redécouvrir sa sexualité. En fait, tu le fais parce que sinon, tu laisses la maladie prendre le dessus et en fait, tu te bouffes la vie. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as pas vraiment le choix, en fait. Et tu le fais parce que tu décides que la vie doit prendre le dessus, en fait. Parce que sinon, tu restes dans ton lit à pleurer et tu restes là à attendre que ça passe. Enfin, c'est pas possible, en fait. Tu peux faire ça une semaine. Et des fois, honnêtement, des fois, on a besoin d'une journée au lit avec juste un plaid et un café. Et il faut aussi s'écouter. Et il y a des jours où c'est comme ça. Et c'est pas grave, en fait. Oui. Juste une journée, c'est pas grave, c'est ok. Une journée, une semaine, il n'y a pas de souci. En fait, quand t'en peux plus, il y a des fois, t'en peux plus et c'est comme ça. Et je pense qu'il faut aussi normaliser ça, de se dire, parce qu'on a quand même vachement, on dit il faut, mais c'est ce que tu dis, on a quand même vachement d'injonction de, allez, il faut y aller, on n'a pas le choix. Et en même temps, il y a juste des moments, c'est ok en fait. C'est ok de se dire, ok, cette semaine, je laisse. Je me sens comme je me sens, je prends un plaid, je vais sur mon canapé avec mes chats dans mon lit, Netflix, mon café, mon chocolat chaud, c'est ok. Surtout en ce moment avec ce temps. et je pense qu'il faut l'accepter et en fait ça fait partie aussi du process et ça fait partie de la maladie d'accepter. Mais ça fait partie de la vie. Pas... Ouais, c'est ça en fait. C'est aussi ça. Il y a des moments où t'es up, ou des fois t'es down, mais... Et c'est, voilà, c'est danser avec la maladie. C'est vrai que j'ai jamais autant entendu que dans le cadre de l'endométriose des gens dire aujourd'hui je suis up, aujourd'hui je suis down. Mais ça en 2 secondes, hein. Il n'y a pas besoin de... ça peut être très instantané. Oui, c'est vrai. Ça peut être très instantané. C'est accepter tout ça aussi. Et qu'est-ce que... Enfin, du coup, là, je vais... Qu'est-ce que tu dirais je sais pas, alors projette-nous samedi. Comment tu te présenterais samedi? Quelles sont tes attentes? Honnêtement, je sais pas, je crois qu'aujourd'hui j'ai besoin de savoir du coup autour de cette acceptation de ok, je suis malade, ok, c'est ok. Je pense que la vraie question c'est quoi après? Enfin, qu'est-ce qui se passe après? Je crois que en fait, alors je sais pas comment toi tu vis ton parcours médical, mais moi j'ai besoin de pause. Et la dernière fois j'ai une collègue, parce que du coup je fais souvent je mets mes rendez-vous en fait sur mon agenda pro parce que j'ai pas le choix. Souvent c'est entre midi et 2 ou le soir. Il y a des soirs je vais partir un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard. Enfin voilà. Et la dernière fois j'ai une collègue qui m'a dit mais j'ai regardé ton agenda la dernière fois pour te caler une réunion. Mais ça va. Il y a des réunions médicaux, il y a des rendez-vous médicaux de partout en fait. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où j'ai plein de rendez-vous. Alors la sexologue, la sage-femme,
l'ostéo, enfin, plein de choses. Et en fait, il y a des moments où j'ai besoin d'un break. Et en ce moment, je suis dans un break de laissez-moi tranquille. Et je pense que là, la question, c'est ok, c'est bon, je suis reposée un peu, voilà. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi mes prochaines étapes? Et en fait, je pense qu'en ce moment, je suis un peu perdue de ce que je peux faire, ce que j'ai envie de mettre en place, parce qu'il y a aussi, je pense, des choses qu'on a envie et des choses où on n'est pas prêt à mettre en place. Et depuis quelques temps, j'ai des gros symptômes d'intolérance un peu au sucre, où j'ai hyper mal tout le temps au ventre. Et ça, c'est un nouveau symptôme par-dessus tous les autres. Et j'ai rendez-vous avec une gastro-entérologue début décembre, mais je pense que la question aussi, c'est, ok, il y a aussi ce sujet qui est très gros et qui me bouffe pas mal la vie, donc qu'est-ce qu'on en fait? Mais ouais. Est-ce que tu... Enfin, pour moi, pour mon expérience, je pense que je suis encore plus ok dès le moment où je me suis dit step by step, et que j'étais pas dans cette anticipation justement. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est un travail d'être malade. Et on veut anticiper, on veut même gérer pour les autres au cas où est-ce que si je suis pas là. Et step by step, pas à pas. Aujourd'hui c'est ok, demain peut-être pas. Demain mais c'est pas vrai, ok. Quand t'as tellement de choses à faire, c'est pas toujours simple. Mais de vouloir anticiper, parce que même qui va répondre à cette question? En fait, je crois que le vrai sujet, c'est que j'ai besoin de savoir ce que je peux mettre en place aujourd'hui. De te projeter, en fait. Pas spécialement de me projeter, mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, j'ai l'impression de rien faire à ce propos. Ce qui est faux. Je me regarde pas comme ça. Ce qui est faux. Vous ne voyez pas mes yeux. Je fais beaucoup de choses et il y a des choses que j'ai mis en place. Mais en fait, j'ai encore tellement de douleurs, de trucs qui sont là aujourd'hui, de symptômes qui sont là aujourd'hui. Et la question, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que tu vois, par exemple, sur les dyspareunies, ma sage-femme, là, je la vois plus, j'ai des exercices à faire à la maison qui sont pas passionnants. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'ai pas envie de faire ça, en fait. Et la question, c'est aussi comment je fais pour me motiver à ça, parce qu'il y a quand même un gros sujet de... Je pourrais continuer à aller voir ma sage-femme et elle me ferait faire les exercices et au moins, je suis sûre de les faire. Mais en fait, il y a un moment où ça a un coût. Et ça a un coût énorme. C'est-à-dire que si tu prends la psy, l'ostéo, la sage-femme, le sport, le truc... Enfin, et moi, c'est seulement les trucs. Et là, je suis en train de tester en ce moment un stem, justement. Donc, j'attends. Pour l'instant, je suis pas hyper convaincue. Donc, il faut que je continue à comprendre ce que ça me peut apporter. Mais ça a un coût, en fait. Et aujourd'hui, j'ai commencé à retirer des trucs en me disant, ok, j'ai un petit peu envie de profiter à côté, quand même. En plus, il y a l'hiver qui arrive, là. Donc, voilà. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment les bons choix que je suis en train de faire? D'arrêter la psy, la sage-femme? Je suis pas sûre. Et honnêtement, pour être très transparente, je pense que j'ai besoin de me sentir pas seule face à ça. J'ai besoin de savoir que je suis pas toute seule. Il y en a d'autres qui vivent la même chose, voire pire. Et c'est marrant parce que la dernière fois, je disais justement mon ostéo, je lui ai dit, écoutez, en fait, j'arrête pas de me plaindre. Effectivement, il y a des périodes où c'est compliqué. Donc en fait, puis en plus avec elle, on en parle beaucoup. Elle me demande ce qui va pas et tout. Et je dis, mais en fait, je me rends compte que j'ai de la chance. Quand je vois d'autres patientes, je me dis, mais à côté d'elle, j'ai de la chance, quoi, ça va. Et là, elle m'a regardée dans les yeux. Elle s'est stoppée net. Et elle m'a dit, mais c'est pas parce que les autres, ils vont pas bien que, encore plus que vous avez pas le droit de pas aller bien. Exactement. Et je pense que ça a enlevé une pression. Et je me dis toujours aujourd'hui, il y a des fois où je me plains et je me dis, attends, il y a bien pire que toi. Enfin, calme-toi, quoi. Mais en vrai, c'est ok. Il y a aussi bien mieux. Et encore une fois, moi, je suis plutôt sur le moi d'abord. Ouais. Et de me dire, t'as envie de quoi, là? Qu'est-ce que tu veux? Pause. Et d'ajuster, en fait. Parce que, j'ai envie de dire, on a nos filets. Au cas où, tu sais qui peut faire appel aux différents partenaires, parce que c'est des partenaires, hein. Ah oui, voilà, oui. Tu les vois pas mal. J'envoie des SMS à mon ostéo. Donc voilà, de se dire, ils sont là, mais on fait pause, et c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est vrai.
c'est un travail d'équipe, mais pas se mettre la pression, quoi. Pas se mettre la pression, pas chercher à anticiper, parce que même eux, quand je te disais qu'est-ce que tu attends comme réponse, personne ne pourra donner la réponse. En fait, je crois que la réalité, et je pense qu'en vrai, c'est ce que je vais dire samedi, parce que c'est ce que je pense réellement, c'est honnêtement, je sais pas ce que je fais là, mais je me suis écoutée et il faut que je sois là aujourd'hui. Tu auras certainement, ça sera une belle expérience. Tu auras des choses auxquelles tu n'as pas pensé parce que toute seule, quand on est malade dans son cocon, on fait peut-être sa tambouille, mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas et puis on reste centré sur la maladie. Mais j'avais envie de te poser la question, à dire arrête avec ces questions, de quel espoir. Mais pas au sens tout le monde est beau, le monde est... Mais là, genre demain. De manière générale, tu veux dire? J'espère que la recherche va avancer suffisamment pour qu'il n'y ait plus cette errance, en fait. Parce que je crois que le vrai sujet sur cette maladie, c'est l'errance. Parce que pendant toute cette errance, elle avance, en fait. Et en fait, je crois que c'est ça le vrai sujet. Et on arrive, en fait, t'arrives à un point, quand t'as enfin un diagnostic pour la plupart d'entre nous, t'arrives à un point au moment du diagnostic où t'as tellement accumulé que, en fait, c'est trop, quoi. Et en plus, tu as laissé la maladie avancer. Il y a plein de choses qui sont arrivées alors que tu aurais pu l'éviter. Et j'espère sincèrement que la recherche va suffisamment avancer pour qu'il n'y ait plus cette errance. Et qu'on puisse prendre de manière précoce, en fait, la maladie. Et ouais, je pense que c'est le sujet, l'errance médicale. Et les traitements, bien évidemment, s'il vous plaît, trouvez un traitement. Mais ça va avec la recherche, donc on est bon. On est bon. La recherche, faites avancer la recherche. Non, mais après, on partage les mêmes choses et c'est ce qui me pousse, moi, dans ce que je me dis, mais j'ai des nièces, je connais des femmes, je connais des jeunes filles et ça reste aussi encore très culturel et très ancré pour changer les regards, changer les attitudes et de pouvoir se dire, en fait, elle a dit j'ai mal, donc j'entends j'ai mal, et qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas normal d'avoir mal. Je répète, ce n'est pas normal d'avoir mal. Écoutez-vous. Franchement, écoutez-vous. Et s'il faut aller voir plusieurs personnes, mais pas rester comme ça, mais aller voir les... Maintenant, on a davantage d'informations sur les centres de référence et d'outils. Donc, pouvoir être entendu et trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, après, encore une fois, c'est peut-être pas l'endométriose, mais les douleurs pelviennes existent et comment on peut les traiter. Et c'est peut-être pas l'endométriose, mais le premier symptôme est celui-ci. Donc, mais il faut le traiter quoi qu'il en soit, quel qu'il soit. Et si on a une douleur, c'est pas normal, au point de ne pas pouvoir faire et d'avoir une activité normale. Et du coup, alors moi aussi j'ai une question à peut-être conclure là-dessus, mais en tant que patiente experte, qu'est-ce que tu as envie de dire aux patients diagnostiqués ou non d'ailleurs, justement atteints d'endométriose ou qui ont les symptômes de l'endométriose? Si tu avais une chose, ou peut-être plus d'ailleurs, à leur dire. C'est une phrase qu'on peut trouver bateau, mais de pas rester seule, quoi. Parce que mon expérience, je l'ai faite aussi un peu toute seule longtemps. Et dès lors que j'ai appris que il y avait d'autres personnes qui étaient atteintes et que c'était possible, l'émulsion, la création, réfléchir ensemble et avoir des petits skills partout, de savoir ce qu'on peut mettre en place. Et encore une fois, agir, quoi. Donc, voilà. Conclusion de cette discussion, avoir mal n'est pas normal. Je ne restais pas seule. Je vais repartir avec ça, c'est très bien. Une bonne introduction à samedi. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un cours d'épaule. Voilà. Je viendrai avec toi à la peau.
Eh ben, prochaine allez. étape. J'attends ton inscription. Merci Delphine. Merci Christelle. Merci encore Christelle et Delphine pour ce témoignage inspirant sur vos parcours qui, j'en suis sûre, permettront d'aider des patientes qui se trouvent dans la même situation que vous. Pour aller plus loin, des associations de patients existent. Elles sauront vous orienter, vous accompagner et répondre à vos questions. Le service deuxièmeavis.fr permet à tous en cas de maladie complexe, rare ou invalidante d'obtenir un avis complémentaire de spécialiste en moins de 7 jours sur la base de son dossier médical complet. C'est aussi un blog, des webinaires, un podcast, des témoignages patients et une belle équipe à l'écoute pour vous accompagner dans votre demande d'avis. À bientôt!